Bonsoir, dans l'actualité ce soir, la Guinée dispose désormais d'une direction nationale des laboratoires et d'un centre de formation continue des techniciens. L'édifice a été inauguré ce vendredi par le chef de l'État. Et puis la Guinée dans la lutte contre la piraterie et la pêche illicite. Pour y arriver, le secteur portuaire se met à l'école du code ISPS, d'où la présence des cartes codes américains à Conakry. Enfin, Paul Putz est le nouveau sélectionneur du Sili national de Guinée. L'annonce a été faite par le président de la FEGIFOOT. Le technicien belge remplace Lapi Bangoura, limogé par manque de résultats. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. La Guinée dispose désormais d'une direction nationale des laboratoires et d'un centre de formation continue des techniciens. L'édifice a été inauguré ce vendredi par le chef de l'État. Coût d'investissement 7 millions d'euros réalisé par la Fondation Mérieux dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabin Silla, Boubacar Souma. La lutte contre les maladies infectieuses se renforce en Guinée. Notre pays est désormais l'un des 7 pays africains membres du réseau des laboratoires Mérieux. C'est dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses affectant les pays en développement. Vu l'importance capitale des laboratoires Mérieux, c'est le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Ces locaux que nous allons inaugurer aujourd'hui vont donner la toute nouvelle direction nationale des laboratoires, dont nous saluons ici la création, un environnement de travail lui permettant d'exercer ses missions et notamment celle de la gouvernance de la biologie médicale en République de Guinée. L'existence de cette direction est un signal fort pour tout le système de santé, un élément important de l'amélioration de la gouvernance de tout le secteur de la santé, axe important du programme national de développement sanitaire. La réalisation de ce laboratoire est le fruit du partenariat public-privé par le biais de la coopération avec la France. Ce projet a pour ambition de développer la biologie clinique de façon à rendre accessible aussi bien géographiquement que financièrement un diagnostic fiable sur lequel les cliniciens pourront s'appuyer. Ici en Guinée, après quelques contacts dès 2010, une évaluation de la situation de la biologie s'est effectuée en 2013. Rezaoulag a donc débuté il y a un peu plus de 4 ans. Un motif d'encouragement pour la Fondation Mérieux, maître d'ouvrage. Nous sommes à vos côtés avec une vision de long terme et une vision de servir à vos côtés. Le monde est complexe, la technologie bouge très vite, les besoins en santé publique et les besoins particulièrement en médecine préventive, donc en diagnostic, sont de plus en plus forts. Et là, nous avons tout à fait intérêt à travailler ensemble pour répondre aux besoins des patients, mais également se préparer, parce que ça bouge très vite, qu'on ne peut plus, quelqu'un est isolé, un laboratoire isolé, quel qu'il soit, ne peut pas faire face aux besoins des épidémies à travers le monde. C'est pour ça que notre fondation est ouverte, elle se réjouit de la collaboration qu'elle a avec les instituts Pasteur, avec l'AFD, avec l'INSERM, avec différents bailleurs de fonds, car encore une fois, nous sommes là pour servir, et c'est une grande fierté, Monsieur le Président, d'avoir été reçu par vous aujourd'hui. Le gouvernement guinéen s'est, de son côté, félicité de la réalisation de ce laboratoire. À l'instar de nombreux pays, la Guinée a souscrit aux objectifs de développement durable. Cet engagement rend impérative l'amélioration de l'accès des populations à des infrastructures qui garantissent la sécurité sanitaire. Il convient de souligner que l'analyse de la situation sanitaire de notre pays a révélé un déficit de structures de formation et de diagnostic biologique performants. Ceci est d'autant plus important que les techniciens de laboratoire jouent un rôle prépondérant dans notre système de santé. Pour un départ, l'infrastructure réalisée comprend 2 locaux pour la Direction nationale des laboratoires, une salle de formation et des salles de pratique. Étant entendu qu'il est prévu de procéder ultérieurement à l'augmentation progressive de sa capacité en fonction, bien entendu, des besoins qui seront identifiés. Mesdames et messieurs,
L'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui est un bel exemple de coopération et de partenariat public-privé. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous donner l'assurance que le ministère de la Santé veillera scrupuleusement au bon fonctionnement de ce laboratoire. Faut-il rappeler que la réalisation du laboratoire Mérieux dans l'enceinte de l'hôpital national d'Onka à Conakry va contribuer à accroître l'accès au diagnostic des maladies et renforcer la capacité de recherche de la Direction nationale des laboratoires. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence à la suite des attaques qui ont visé ce vendredi 2 mars 2018 des endroits stratégiques militaires du Burkina, l'ambassade de France et l'Institut français. Le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, a présenté ses condoléances ainsi que celles du peuple de Guinée au président roch Marc Christian Kaboré et son soutien au président français Emmanuel Macron. Nous vous livrons la substance de ces correspondances. C'est avec une indignation, une profonde consternation que le peuple de Guinée, mon gouvernement et moi-même avons appris les attaques lâches qui ont visé l'état-major des forces armées burkinabées, l'ambassade de France et l'Institut français. Ces attaques qui ont fait au moins 7 morts et plusieurs blessés selon un bilan provisoire interviennent après celle du restaurant Cappuccino en janvier 2016, selon un mode opératoire connu des terroristes. La Guinée, par mon intermédiaire, présente aux familles des disparus ses condoléances les plus attristées, souhaite prompt rétablissement aux blessés et reste aux côtés de la France dans son combat contre le terrorisme. Plus que jamais, l'Afrique et la communauté internationale doivent se mobiliser pour faire front commun contre cette barbarie qu'il faut définitivement neutralisé. Dans ce sens, l'opérationnalisation du G5 Sahel est plus que jamais requise. Conakry, le 2 mars 2018, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Dans le reste de l'actualité, la commission de veille et d'alerte des propos incitant à la violence prend forme en Guinée. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté était ce matin avec les différents acteurs devant constituer la dite commission. Tous sont unanimes sur la nécessité de la mise en place d'une telle commission dans notre pays. Makale Souma, Amarakoba Souma. Les conséquences des propos haineux peuvent être désastreuses pour un pays. Les différents acteurs de la société civile, des partis politiques et des coordinations régionales en sont conscients et soutiennent la mise en place du mécanisme de veille et d'alerte des propos incitant à la haine et à la violence. Le Guinéen devient de plus en plus violent. Pour un rien, on va à la violence. Ça devient plus grave. Lorsque cette légitimation inacceptable apparaît sur l'espace politique, ça devient vraiment préoccupant. Donc l'initiative qui vient de nous être proposée, moi personnellement, elle me donne une très grande satisfaction. La Guinée a besoin de ça. On a tellement besoin de ça. Les gens l'oublient des fois, alors que c'est primordial. Thomas peut le malinquer, nous sommes tous des Guinéens. Si on met le feu à la Guinée, où on va partir? Qu'est-ce qu'on deviendra? Selon le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, l'objectif de la mise en place de cette commission n'est pas d'empêcher les dénonciations d'injustice dans notre pays. Bien au contraire, son but est d'amener les Guinéens à avoir un langage civilisé dans le débat politique. La tâche est ardue, mais beaucoup pensent que le Guinéen doit maintenant assumer ses responsabilités. On a laissé faire. Nous, les intellectuels surtout, nous sommes responsables parce que le citoyen lambda est là-bas, il ne comprend pas. Nous avons le devoir et nous sommes les leaders. C'est nous qui devons leur montrer le chemin, la route. Les partis politiques ont un rôle aussi important, celui de l'éducation citoyenne. La plupart de ce qui se passe dans notre pays est inacceptable. Il faut oser le dire haut et fort. Des citoyens qui se battent en longueur de journée pour construire leur bien-être
et d'autres se battent en longueur de journée pour détruire notre tissu social. On doit mettre fin à ça. Mais on ne peut pas mettre fin à ça avec la complaisance. Il faut le faire en appliquant la justice. La liberté de critique et celle d'opinion restent et demeurent des libertés fondamentales. Mais l'incitation des citoyens à la haine et à la violence est un délit. D'où l'unanimité autour de cette commission mixte d'alerte qui est un mécanisme de prévention et non une juridiction. Dans les prochains jours, ces différents acteurs sauront à quel groupe ils appartiennent. Celui technique, celui éthique ou les deux à la fois. Cette autre rencontre au tribunal de Dixine sur la réforme de la justice à travers le projet renforcement de la chaîne pénale et la lutte contre l'impunité. Les acteurs échangent sur la bonne conduite des affaires pénales et s'engagent à lutter contre la criminalité. Magistrats et officiers de police judiciaire ont promis de travailler ensemble pour donner une bonne image à la justice guinéenne. Thierno Younoussaba. De véritables partenariats dans la gestion des affaires pénales, magistrats, officiers de police judiciaire, avocats ou encore ONG de défense des droits humains réunis au tribunal de Dixine harmonisent les idées dans la lutte contre la criminalité. Le défi est de freiner la récidive. On a parlé ici de fiches à compléter qui, pour les OPJ, c'est le moins de savoir celui que j'ai déféré, quel a été son sort. Et les magistrats s'engagent désormais à insérer ça. Et il y a le deuxième acquis et qui a été évoqué ici, et ça concernait la collaboration avocat-OPJ. Et aujourd'hui, les avocats et les OPJ, chacun est sensibilisé qu'ils sont tous dans la même chaîne, ils travaillent tous ensemble, chacun a un rôle et chacun doit rester dans le cadre de son rôle. À travers le projet appui au renforcement de la chaîne pénale et de la lutte contre l'impunité financé par le PNUD, Dixine, un des 5 tribunaux pilotes, a déjà examiné plusieurs affaires. Ce cadre de concertation a été une occasion pour le procureur de Dixine de rappeler les principes dans la gestion des affaires pénales et les atouts dans la lutte contre l'impunité. Et nous avons suggéré qu'ils viennent à la base au niveau des commissariats centraux de la police et de la gendarmerie pour renforcer nos capacités opérationnelles pour que le travail que les OPJ donnent à la justice soit quand même de qualité. On doit continuer à s'accepter. La qualification des méthodes de travail ou des relations entre les membres de la chaîne pénale, c'est un processus. Ça ne viendra pas un seul jour, mais il faut que chacun soit animé de l'esprit de pardon et d'acceptation de son prochain. Ce projet en cours d'exécution a permis de renforcer les capacités opérationnelles de 5 juridictions du pays et d'assister de nombreux justiciables en matière criminelle notamment. En application des dispositions des articles 101 de la Constitution et 8 de la loi organique L 2011-006 CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle porte à la connaissance de son Excellence Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions républicaines et paritaires, Monsieur le Premier ministre, les membres de la Cour constitutionnelle, Monsieur le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre conseiller spécial du Président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le corps diplomatique et consulaire, les organisations des sociétés civiles, la presse nationale et internationale, qu'elle procédera le lundi 5 mars 2018 à 10h30 dans sa salle d'audience au tirage au sort en vue du renouvellement du tiers de ses membres. Le président Khalifa Sall. Politique, élections locales, les membres du bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel ont été reçus ce matin à la CENI. Les débats ont porté essentiellement sur le respect du code électoral révisé. Explication, Makeme Donzo. Le motif de la présence du RPG Arc-en-Ciel au siège de la CENI est clair. Le parti au pouvoir n'est pas favorable à la démarche qui consiste à confronter les procès-verbaux. Après la proclamation des résultats définitifs par l'institution électorale, aucune revendication n'est permise, comme le dit le code électoral révisé. On ne peut pas se dérober. Le code électoral guinéen est très clair en la matière.
toutes les étapes du processus électoral, les partis politiques sont associés. Toutes les étapes. Il n'y a pas une étape où les partis politiques ne sont pas présents. Jusqu'au CACV. Et la loi dit que les résultats sont proclamés, sont donnés, dans les CACV et affichés. Donc à partir de là, chacun connaissait déjà ses résultats. La CENI n'a le droit de publier les résultats que quand le contentieux est vidé. En dehors de ça, la CENI n'a pas le droit. Et c'est ce qui fut fait. Tous les résultats publiés par la CENI sont des résultats où les contentieux n'existent plus, c'est vidé déjà par les juridictions, par les magistrats. La CENI, en tant qu'organe chargé des élections dans notre pays, ne compte pas revenir sur les résultats définitifs. Mais elle ne rejette pas aussi les contestations. Je précise ici que la CENI n'a ni les moyens techniques, ni les moyens financiers, ni les moyens juridiques. La loi ne nous le permet pas de revenir sur les élections, de revenir sur les résultats déjà annoncés pour ces élections-là. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'écouter les partis, de mettre tout cela dans un document unique que nous allons présenter aux autorités du pays. Si les résultats doivent être revus ou si quelle que soit la nature qui doit être faite au niveau de ces élections communales, ce n'est pas au niveau de la CENI parce que la CENI n'a aucune compétence pour cela. Pour le moment, le RPG Arc-en-Ciel fait des observations. Le parti n'a aucune réclamation qui enfreint à la loi. Autre titre de l'actualité, face aux défis maritimes liés à la piraterie, la pêche illicite et d'autres formes de risques, le secteur portuaire se met à l'école du code ISPS. C'est ainsi que des gardes-côtes américains séjournent en Guinée avec pour objectif aider le port autonome de Conakry à se conformer aux exigences du commerce international. Fodé Camara, Mohamed Aïchassila. Depuis une dizaine d'années, les gardes-côtes américains sillonnent les ports de Conakry et de Kamsar. Un modèle de coopération maritime nord-sud dont l'objectif est de poser les jalons pour une application stricte du code ISPS de sécurité des navires et des installations portuaires. Je suis content de dire que j'ai remarqué beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis notre dernière visite. Remercier l'État de Guinée pour le travail que nous faisons ensemble entre les États-Unis et la Guinée continue sur l'amélioration de sûreté portuaire au niveau de nos deux pays. Pour la première évaluation de l'année 2018, les avancées enregistrées gravitent autour de l'installation des barrières, l'obtention de nouveaux équipements de sûreté, mais aussi la certification de 8 installations portuaires. Disons, nous sommes très réconfortés. Pourquoi? Parce que avec d'accord ces recommandations, mais nous avons bénéficié des félicitations des gardes-côtes américains qui sont passés en juin 2016 en faisant un chapelet de recommandations et aujourd'hui qui n'ont trouvé que quelques recommandations pertinentes qui ne sont pas nombreuses et qui ne sont surtout pas difficiles à mettre en œuvre. Autre réponse aux exigences du commerce international, la révision du code de la marine marchande. Seul point noir, les défaillances au niveau du contrôle d'accès à la plateforme portuaire. Ils nous ont fait comprendre que la seule faille, c'est la fouille à la porte. Parce que le Guinéen, chacun a un titre, refuse de respecter la réglementation. Et nous nous attellerons à ça désormais. Et nous allons écrire à toutes les structures pour faire comprendre aux gens que s'ils doivent rentrer au port, ils doivent se soumettre à la fouille effective des personnes et des véhicules. Et on fera comprendre aussi aux gens que s'ils n'ont rien à faire au port, ils ne doivent pas entrer au port. Pour tirer le meilleur de la façade maritime, conformément aux normes internationales, un comité de suivi des recommandations des gardes-côtes et une synergie d'action sont envisagées. Une synergie d'action qui interpelle la police, la gendarmerie, la douane et les autres acteurs du secteur portuaire. Aujourd'hui, quand vous vous rendez compte que
Un geste comme ça peut faire qu'un de nos bateaux peut être arrêté pendant 5 jours pour des contrôles, et ce qui influence négativement le shipping que nos opérateurs peuvent avoir. Donc les expéditions de bauxite peuvent en souffrir parce qu'un douanier aura fait mal à Conakry ou un agent de contrôle à l'accès du port aura mal fait son geste. Cela se répercute sur les échanges qu'on peut avoir avec l'international. Ces visites périodiques des gardes-côtes américains redynamisent les relations entre la Guinée et les États-Unis, reliées par l'océan Atlantique. Un corridor maritime où la voie est balisée pour l'ouverture d'une ligne directe entre les ports de Conakry et de Miami. Une ligne qui sera renforcée par des dispositions du code ISPS liées aux exercices de simulation, la construction des grilles de surveillance et le renforcement de capacité des agents impliqués dans la sécurité. Ce chiffre à retenir ce soir à plus de 2 milliards de francs guinéens pour la réalisation de la route communautaire Tiro-Bagna dans la préfecture de Farana, longue de 20 km. Cette route vient désenclaver les zones de production agricole. Le projet est financé par le Fonds d'entretien routier. Aboubakar Junior Kamara, Yaya Zatonik Tunkara. Désenclaver les zones de production agricole est une priorité du gouvernement guinéen. Le ministère de l'Agriculture, à travers sa direction nationale de génie rural, poursuit ses opérations de reprofilage des pistes rurales. Ici, à Farana, entre les CR de Bagna et Tiro, les travaux d'aménagement de 20 km de routes communautaires sont lancés. Avec une enveloppe de 2 milliards 200 millions de francs guinéens, Tiro et Bagna seront désenclavés. Entièrement financés par le gouvernement guinéen à travers le Fonds d'entretien routier. Un geste qui réconforte les producteurs, mais aussi les autorités de Sankara. La route est un élément extrêmement important dans la lutte contre la pauvreté, mais également dans l'encouragement de la classe paysanne. La zone à travers laquelle cette route passe est une zone extrêmement économique, donc ça va permettre d'abord de désenclaver la zone, mais d'encourager la classe paysanne. C'est une entreprise nationale qui exécute les travaux pour un délai contractuel de 6 mois. 36 ouvrages de franchissement seront érigés. Pour la qualité des travaux, Africa Germanie rassure. Avec les caractéristiques techniques qui nous sont données par le cahier de charge, nous allons respecter. Et c'est ce respect qui va donner la garantie à cette route. On a une largeur de 6 mètres. Une largeur roulante et les accotements ne seront pas par le fossé à 1,50 m de part et d'autre, ce qui donne déjà 8 mètres de chaussée. Pour le génie rural, l'entretien des routes communautaires revient aux communautés. Une manière d'exhorter les populations bénéficiaires à entretenir ces pistes. Pour la population, c'est de veiller à l'entretien de la piste et surtout de travailler pour rentabiliser la piste. Il permet l'acheminement des engrais. Une production qui était de 1 tonne peut passer à 3 tonnes. La route participe au développement économique et social de la communauté dans les zones de production agricole. Après ce pont de 32 mètres linéaires sur le Niger et 20 km de pistes rurales, les localités 8 mars, journée internationale dédiée aux femmes, sera célébrée dans moins d'une semaine. En Guinée, les activités ont été officiellement lancées à travers une conférence de presse du 1er au 10 mars. Des séries d'activités sont prévues pour magnifier le combat et la bravoure de la femme guinéenne. Mohamed De Camara. Cette conférence de presse donne le coup d'envoi des activités de la Journée internationale de la femme 2018. Devant la presse nationale, la ministre en charge de la promotion féminine déroule les dispositions prises par son département pour une fête réussie. Adja Mariam Silla, dans sa communication, a égrené les activités phares, toutes en faveur de la promotion et de la protection de la jeune féminine guinéenne. Le thème national que nous avons identifié, c'est l'expérience qui a été importée par Monsieur le Président de la République, à savoir les MUFA, les mutuelles financières des femmes africaines. Aujourd'hui, Dieu merci, sur les 33 préfectures, 27 ont leur MUFA, les 5 communes ont également leur MUFA, plus le marché d'Avaria. Alors ça, c'est une activité. Il faut évaluer quelle est la contribution de ces MUFA dans l'autonomisation de la femme.
À part cela, nous avons également notre rapport, comme je l'ai dit, il s'agit de faire un bilan. Nous allons évaluer qu'est-ce qui a été fait en Guinée depuis que les ODD sont intervenus, c'est-à-dire de 2015 à 2017, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine de l'autonomisation de la femme, mais surtout en milieu rural. La célébration du 8 mars dédiée aux femmes répond au respect de l'une des conventions internationales que la Guinée a ratifiées. Cette journée est mise à profit par les décideurs pour jeter un regard critique sur les conditions de vie des femmes dans le monde. Notre contribution étant le pilier des familles, étant actrice de développement, notre contribution est méconnue, ce n'est pas valorisé et ce n'est pas quantifié. Donc le 8 mars, c'est pour dire que les femmes sont des actrices que nous devons prendre en compte. La commémoration de la date du 8 mars tire son origine du mouvement de revendication des femmes dans une usine de textile de Chicago aux États-Unis en 1857. Elle protestait contre les mauvais traitements dont elle était victime, mais aussi les inégalités entre les hommes et les femmes. À Koya, plus précisément à Kouria, les femmes s'associent pour essayer de sortir de la pauvreté. Pour cela, elles mobilisent des fonds et les redistribuent entre elles sous forme de crédit. L'idée permet à ces femmes de surmonter certains problèmes liés au financement de leurs projets. Une expérience facilitée par Plan International Guinée. Reportage à Kouria, Tchernos Madialo. Une fois dans la semaine, ces femmes se réunissent pour mettre ensemble les revenus financiers obtenus les jours précédents et examiner l'évolution de leurs activités économiques. Ensemble, elles ont formé le groupement villageois d'épargne et de crédit Yigi de Kouria, à environ 10 km de la commune urbaine de Koya. Leur ambition, s'entraider pour financer elles-mêmes leurs projets individuels et collectifs avec les fonds qu'elles assemblent. ina me bangi nyoko ngame fanso abonye sali bangi ginena ndir ginena ngi kame tan hala million choto am ba nyama nan gbe na ko na ginena kan diso mara ko ta adugi de nan na ga de gbe da ade ka mun fanyina nan kuy. Si tu entends un ménage heureux, c'est que la femme a un peu. L'homme est trop chargé alors que la femme est plus concernée par sa famille directement. Celles qui prennent 5 000 francs guinéens ajoutent juste 10 000 francs guinéens dessus tirés du bénéfice gagné. Depuis début 2017, date de création du groupement, les femmes ont pu mobiliser 35 millions de francs guinéens grâce à ce système d'épargne développé par Plan International dans plusieurs villages du pays pour rendre les femmes autonomes et réduire la pauvreté. Avec cette solidarité économique, certaines peuvent bénéficier de crédits plus ou moins importants pour développer leur commerce ou leurs activités agricoles. Le taux de remboursement ainsi que toutes les autres règles de fonctionnement sont établis par les femmes elles-mêmes. Avant, je ne parvenais pas à accumuler 1 million dans mes mains. C'est avec ce groupement que j'ai commencé à gérer des millions. Pour mieux encadrer le groupement, Plan International Guinée a noué un partenariat avec une ONG locale spécialisée dans le développement communautaire. Présent lors de certaines rencontres hebdomadaires, Aboubakar Sidiki Kamara veille à la réussite du mécanisme. Quelqu'un qui a acheté par exemple 200 parts, si la part est 10 000 francs, 200 parts ça donne 2 millions. Ou bien, maintenant là, si le groupe avait produit 35 millions, on prend le total des parts. Si le total des parts a donné 2500, on prend les 35 millions divisé par 2500 pour trouver l'indice. Si les 35 millions divisés par 2500 a donné 13 000 francs, ça veut dire que chaque 10 000 achetés a donné un intérêt de 3 000 francs. Maintenant, quelqu'un qui a acheté 200 parts, vous multipliez, vous prenez les 200 parts, multipliez par 13 000. Ça veut dire que 3 000 multiplié par 200, ce qui est sorti là, constitue l'intérêt de la personne. Si ces femmes de Kouria ont pu mobiliser 35 millions de francs guinéens en 2017 et redistribuer entre elles les bénéfices générés, cette année, elles comptent aller au-delà et s'accorder plus de crédits pour lutter contre la pauvreté dans leurs ménages. Dans la préfecture de Koya, l'initiative va faire tache d'huile. L'installation de 75 groupements villageois d'épargne et de crédit y est annoncée.
Et puis ce phénomène qui prend de l'ampleur en Guinée, les violences faites aux femmes. Le dernier cas en date est celui d'Aïcha Touré. Pendant 10 mois, elle aurait été frappée par son mari alors qu'elle était en état de famille. Au lendemain de l'accouchement, Aïcha Touré a rendu l'âme à cause d'une baisse de tension. Une enquête est ouverte tandis que sa famille crie justice. Explication, Mabinti Laïsouma. Il y a 10 mois, Aïcha Touré affichait ce sourire radieux. C'était lors de sa cérémonie de mariage. À 26 ans, elle croquait encore la vie à pleines dents avec l'homme de sa vie. Elle était pressée de revenir pour qu'elle puisse se marier. Donc à son retour, elle est venue la semaine qui a suivi. On a célébré le mariage. Mais ça s'est très bien passé. Très heureuse, très heureuse. C'est un monsieur qu'elle a aimé quand même. Ça, j'ai senti qu'elle aimait le monsieur. Très vite, la vie d'amour et d'eau fraîche va se transformer en cauchemar. Aïcha Touré est victime de violences conjugales. À ses parents, elle cache ses souffrances, mais se confie à sa meilleure amie. C'est le jour de la cérémonie d'une semaine. Tu sais, on dit toujours Kefotongo Bandé. Nous sommes allés chez elle, ça s'est bien passé. Seulement, une de nos amies l'a amené un cadeau, des assiettes, des porcelaines et autres. À notre grande surprise, vers la fin, c'est sa belle-mère même en question qui est sortie en criant avec ses cadeaux. Assoyi et mou bariri, gisoji, afama cadeau Aïcha benansema et barir neka nansé, gisoyi. Directement, son mari commence à dire imbécile là, imu yagi manyang gamadi baré, so bangi kui. On est sorti, un instant après, on nous rappelle de revenir parce que ça ne va pas. On est revenu, du coup. Son mari a commencé à l'insulter, elle est rentrée dans la chambre, du coup, après elle m'appelle vers les 19h que le mari l'avait porté main, il lui a frappé il a pris une ceinture, il lui a frappé, il a même tapé sa tête au mur. La violence serait devenue le quotidien de Aïcha dans son foyer, et cela même en situation de famille. Pire, à quelques jours de l'accouchement, elle aurait été battue avec le fil d'un chargeur de téléphone. Ces photos témoigne du calvaire de Aïcha Touré. À 2 semaines avant son accouchement, elle a été battue et ça c'est le 8 février. Le 8 février, elle a été battue vers 7h du matin. Elle m'a appelé, j'ai entendu sa voix, j'ai dit, mais à quoi? Elle me dit, ah, mani ntamfara, na Aïcha, mbonye bir mbararanya, mai fara nansara. Mohamed nara, na Mohamed nansira bari. Na mbore mfara. Après, elle me dit, juste parce que c'est juste ce que j'ai dit. J'ai dit, Aïcha, tu jures? Elle dit oui. Elle est décédée vendredi, samedi, dimanche on a fait l'enterrement. C'est seulement le lundi que son neveu qui est en France m'a appelé pour me dire, ah tonton, est-ce que tu sais ce qui s'est passé au niveau, pour le décès dans le décès de Achala? J'ai dit, mais à quoi? Il dit, non, mais il y a eu des problèmes. J'ai dit, je ne suis au courant de rien. Pour moi, elle était en grossesse, et elle a accouché, il y a eu des complications. Il dit, mais il y a des problèmes. Il dit, je t'envoie tout de suite les photos et des preuves à l'appui. Aujourd'hui, les parents d'Aïcha surmontent tant bien que mal cette tragédie. Ils attendent les premières réponses de l'enquête ouverte dès après l'inhumation de leur fille. Que la loi soit appliquée, non seulement pour honorer la mémoire de Aïcha, mais pour qu'aucune femme de Guinée, d'Afrique et du monde ne soit victime de ça maintenant. Que tous les hommes prennent l'exemple sur ce monsieur. L'affaire Aïcha défraie la chronique et relance l'épineuse question de la violence faite aux femmes. Pour le moment, les enquêtes sont en cours afin d'éclairer l'opinion sur le décès d'Aïcha Touré qui laisse derrière elle un petit garçon. Dans l'actualité encore, la Radio Nationale amorce un nouvel élan. Des initiatives sont apportées pour mieux satisfaire les auditeurs de la radio mère. Journalistes et techniciens sont mobilisés pour accompagner les réformes engagées. Le tout pour permettre à la Radio Nationale de retrouver son lustre d'antan. Mamadou Saliouba. La Radio Nationale dans un nouvel élan. Pour une première dans son histoire, le mois de mars sera mis à profit pour booster ce média de service public. Des innovations sont annoncées pour satisfaire les auditeurs de la Radio Nationale. Il est prévu des activités de terrain.
c'est l'occasion pour nous de valoriser les grandes émissions de la radio nationale que les auditeurs ne connaissent pas. Parce qu'il y a de grandes émissions ici. Ces émissions, nous mettrons d'ailleurs la télévision nationale au service de la radio pendant ce mois pour que, effectivement, nous essayons quand même de faire participer les animateurs de ces émissions à la promotion de leurs émissions. Les émissions locomotives, les émissions de grande écoute qui sont là, nous allons les mettre en lumière. Les auditeurs les connaîtront et les auditeurs commenceront à s'y habituer. C'est une nouvelle dynamique pour permettre à la première radio du pays d'élargir son rayon de couverture et conquérir plus d'auditeurs. Des journalistes et des techniciens professionnels sont mobilisés pour traduire toutes les innovations. Nous pensons que faire revenir, n'est-ce pas, les émissions en langue nationale qui parlent de l'esprit civique et ensuite du Sanakuya, parce que c'est là où on peut encore dire la vérité aux citoyens sans détour. Alors ces émissions sont revenues aujourd'hui à l'antenne et franchement, nous avons reçu beaucoup d'appels. Parce que beaucoup ont été, n'est-ce pas, surpris que l'antenne change de couleur à partir d'aujourd'hui même. Aujourd'hui, côté technique, je peux dire que ça va. Ça va à partir du moment où la direction a initié beaucoup de choses au niveau de la radio, au niveau surtout de la technique. Et nos bons ne souffrent pas. Vous savez, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Et vous savez que la radio tourne 24 heures sur 24. Aujourd'hui, l'amélioration qu'on a pu porter à la radio, c'est surtout mettre chacun à sa place. Pour accompagner cette mutation, des anciens de la radio mère vont intervenir dans des émissions durant tout le mois de mars. Une manière de partager leur expérience avec la nouvelle génération. Avec cette nouvelle allure, la radio nationale entend répondre à la trilogie informer, éduquer et divertir. À présent, la Guinée en bref, des étudiants guinéens en Chine reçus par le ministre de l'Énergie. Pendant ce temps, la ministre de la Coopération dote ses services de moyens de déplacement. Les fils et ressortissants de Koya offrent des médicaments aux structures sanitaires de leur préfecture et l'ambassade du Japon ouvre un bureau de la JICA en Guinée. Le condensé, c'est avec Nabi Kamara. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a reçu cette semaine 30 stagiaires, dont 4 filles en Chine. Ils se forment pour devenir les futurs techniciens des barrages de Kaleta, Swapti et Amaria. Actuellement, ils sont en congé à Conakry après 8 mois de cours intenses en électricité, génie mécanique et la langue chinoise. L'occasion pour eux de venir rencontrer le ministre qui leur a donné de précieux conseils pour répondre aux exigences de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes rassurés que les instructions données par le président de la République pour former ces jeunes-là, CW l'a respecté. Et nous encourageons aussi CW à prendre d'autres jeunes aussi dans la spécialité, dans les diverses spécialités liées à la construction d'un barrage, depuis le génie civil, l'hydromécanique, l'hydroélectricité, l'électricité, le transport de l'énergie, la construction des lignes, des postes, etc., pour que nous ayons des futurs ingénieurs capables de pouvoir exploiter le potentiel hydroélectrique dont dispose la Guinée. Le représentant de l'UNFPA en visite à Mamou, c'était dans le cadre de la revue des appuis de son institution aux populations de cette préfecture Carrefour, notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Il était question d'abord d'une prise de contact avec les autorités de Mamou, leur faire comprendre que le bureau qui est là et le staff également de l'UNFPA qui est là à Mamou et du staff, disons, affecté à la région pour servir de conseiller technique du gouverneur et du préfet sur les questions de population, mais également essayer de faire comprendre, de faire mieux prendre en charge les questions de population dans les différents plans, dans les différentes stratégies de développement de la région.
Cette cérémonie des hauts cadres du ministère de la Coopération internationale et de l'ambassade du Japon marque l'ouverture officielle du bureau de la JICA en Guinée. L'agence japonaise de coopération internationale est un instrument technique qui exécute l'ensemble des projets économiques et culturels signés entre le Japon et les autres pays. Son Excellence, Monsieur le professeur Fakonde, président de la République de Guinée, a toujours manifesté son souhait d'avoir un bureau de la JICA en Guinée, comme l'a dit l'ambassadeur du Japon, pour dynamiser davantage la coopération guinéo-japonaise, qui est un exemple en Afrique de l'Ouest. Cette marque de confiance du président de la République montre qu'entre la Guinée et le Japon, il existe des liens d'amitié très forts. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale met à la disposition de ses agents des engins roulants. Au total, 7 véhicules qui permettront le suivi et l'exécution de ces projets à l'intérieur du pays. Notre département, le ministère du Plan et de la Coopération internationale, a eu 7 véhicules. Le Fonds de développement économique et social, qui est un EPA, un établissement public à caractère administratif, a eu 3 véhicules, 2 Prado et un pick-up pour les voyages à l'intérieur. Donc pour cette heureuse occasion, nous voudrons vraiment remercier non seulement le président de la République, le gouvernement, mais surtout notre ministre, Madame Kani Diallo, pour tous les efforts qu'elle a fournis pour que ces véhicules puissent être vraiment acquis par les différentes directions. La diaspora guinéenne dote Koya d'infrastructures d'intérêt communautaire. L'école primaire de Bambaya bénéficie d'un puits pour les élèves et le personnel enseignant. Les habitants du quartier, eux, bénéficient d'une bonne fontaine. Toujours à Koya, le centre de santé de Mania vient d'être doté de médicaments essentiels. C'est un geste des fils ressortissants de Koya vivant en Europe. C'est plus qu'un honneur, c'est aussi une fierté de pouvoir me dire que depuis la France là-bas, on a pu contribuer modestement à participer à la bonne marche de votre centre de santé. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Et là, je parle à toute l'équipe qui est ici, qui travaille tous les jours d'arrache-pied. Vraiment, merci beaucoup. Merci au nom de toute l'association, de toutes les personnes qui nous suivent en France. Ils vous regardent, ils vous soutiennent et on espère que cette contribution en amènera d'autres. Remise des diplômes aux étudiants de la première promotion de l'université Amadou Dieng de l'Abbé. Les 110 diplômés se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. La promotion est composée de 4 filières: la sociologie, le droit, l'économie et la méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Abba Ousmane, Sarafoudine Diallo. Le droit, l'économie, la sociologie et la méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises sont les profils de cette 9e promotion des universités Amadou Dieng et 2e du genre du campus de l'Abbé. Ils sont 110 sur 114 étudiants à être admis aux examens de fin de cycle, soit un taux de réussite de 96%. Après 3 ans de dur labeur, ces nouveaux diplômés sont outillés des rudiments nécessaires pour affronter le marché d'emploi déjà très concurrentiel. Nous sommes désormais bien outillés pour contribuer à l'édification d'une Guinée unie et forte. Je ne saurais terminer cette intervention sans demander à tous vos ferventes bénédictions pour nous accompagner sur la voie qui s'ouvre à nous désormais, qui est celle de trouver un emploi. Chers étudiants, récipiendaires, sachez surtout que la formation est une étape, que le diplôme confère un titre, mais le mérite se conquiert. Le combat sur le marché de l'emploi est ardu. Je vous invite à demeurer compétitifs et je souhaite que le Tout-Puissant Allah guide vos pas. La cérémonie de remise de diplôme a mobilisé étudiants, parents, amis, autorités de l'Abbé et représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sous la présidence du ministre d'État, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. Nous avons un besoin important de formation en hôtellerie et j'espère que vous allez entendre mon cri de cœur pour que vous investissiez dans la formation professionnelle. Parce que l'hôtellerie a besoin de formation
professionnelle. L'université, c'est bien, mais la formation professionnelle, c'est encore mieux. Des vœux accueillis favorablement par la haute autorité de l'université. Cette promotion est baptisée Mamadou Dian Gongore Diallo du nom du recteur de l'université de Hafia Labé. Une façon de célébrer l'excellence dans la confraternité entre les universités publiques et privées. Enfin, sport, foot, le Sili national a un nouvel entraîneur, Paul Put, c'est son nom, finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso. Il succède ainsi à Lapi Bangoura. Le technicien belge doit qualifier la Guinée pour la CAN 2019 prévue au Cameroun. Abdoulaye Diallo. Après 2 semaines d'intenses travaux effectués par la commission de dépouillement des 86 candidatures, le Belge Paul Put a été désigné selon les critères exigés. Celui qu'on a pris a accepté de rester en Guinée, habiter à la Guinée. Il ne sort de la Guinée que pour aller en vacances voir sa famille ou aller en mission pour la prospection de nos joueurs qui se trouvent sur les différents continents. Mais sa base de vie est en Guinée. Donc ça c'est la première condition qui a été acceptée. La condition salariale a été acceptée. OK? En plus, son apport à nos équipes inférieures, à notre football de base, a été accepté. Mais aussi, c'est un entraîneur qui est parti jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxièmement, c'est un entraîneur qui a fait un parcours à la Coupe du Monde. Et c'est un entraîneur aussi qui est parti dans d'autres pays où il a rapporté la Coupe. C'est important. Il s'appelle Paul Put. L'ancien coach du Kenya aura comme objectif pour un premier temps de qualifier la Guinée à la prochaine CAN de 2019. Une mission qui demande le respect de certaines conditionnalités à tous les niveaux. J'ai un œil toujours accusateur, la gestion de notre football au niveau et des joueurs et même des dirigeants. Donc il manque quand même un peu de professionnalisme. Par exemple, aux joueurs, on leur demande de faire exactement, pour parler que des pros par exemple, comme ils se comportent dans leur club en Europe, qu'ils fassent la même chose quand ils viennent représenter notre pays. Paul Put est attendu à Conakry les jours à venir. Et son baptême de feu sera le match amical de la Guinée contre la Mauritanie le 24 mars 2018 à Nouakchott à l'occasion de la journée FIFA. C'était tout pour ce soir. Une édition réalisée par le duo Sahamara-Tono Mounir Bari au cadrage. Il y avait Mohamed Aïcha Silla. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez fidèles au programme de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah. Sous la haute autorité du chef de l'État, président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé et de son gouvernement, la Direction générale des douanes, en collaboration avec le secrétariat de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, et de la vice-présidence de la région de l'Afrique occidentale et centrale, organise sous le patronage du ministre du Budget, Dr Mohamed Lamine Doumbouya, la 23e